Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech. Alors si la question du rapport bénéfice-risque de la cigarette électronique sur la santé continue de diviser la communauté médicale, qu'en est-il de la question de son impact environnemental? Ce sera le sujet en ouverture de Smart Tech aujourd'hui. L'interview de Patrick Béduet de Vapexpo va nous aider à y voir plus clair. Et puis à la une également de Smart Tech, ce soir c'est la fête de la musique, donc on va parler de musique dans notre Tech Talk. On va parler de son présent et de son futur. Quelle est cette nouvelle révolution numérique qui adresse à la fois la création mais aussi l'industrie. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le monde de la donnée où on s'interroge sur l'avenir de la donnée dans un monde juridique. On va parler de la régulation de ce que va changer le Digital Market Act avec le point de vue d'une avocate. Mais tout de suite, donc c'est le moment de l'interview, on parle de ce marché de la vape, des vapoteuses mais aussi de leurs déchets électroniques. Alors, on manque de connaissances, visiblement, du côté du corps médical pour trancher sur le rapport bénéfice-risque de la cigarette électronique sur la santé. A-t-on suffisamment d'informations sur la question de son impact environnemental? Bonjour Patrick Béduet, vous êtes le président de Vapexpo, l'organisateur des grands salons de vapotage en France qui rassemble donc les industriels de la cigarette électronique. On parle de ce sujet ensemble parce qu'il y a des initiatives, mais déjà on a peut-être oublié les chiffres de la pollution créée par les cigarettes. Oui. Les mégots, c'était un véritable fléau. Qu'est-ce que ça représente encore aujourd'hui ? Ça représente une très grosse pollution pour les terres, parce que ça met vraiment déjà 12 ans à se dissoudre, on va dire, dans la nature, et ça représente plus de 12 milliards de tonnes dans le monde, là, chaque jour, jetées par terre. C'est vraiment une catastrophe écologique, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de moyen derrière de recycler quoi que ce soit. Ouais, moi, j'avais ce chiffre de 4300 milliards de mégots jetés dans la nature dans le monde. Incroyable. Alors, incroyable. Bon, donc on se dit, la cigarette électronique, c'est super, parce que déjà, ça évite ce type de pollution, mais ça en apporte forcément une autre, puisque là, on est face à des composants électroniques. Alors, non. Non, parce que vous savez, les professionnels de la vape, ils sont très sensibles sur le sujet de l'écologie, et ils ont mis en place, moi je fais Vapexpo là, depuis déjà 8 ans, la cigarette électronique, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Et c'est vrai que chaque professionnel a une sensibilité écologique et ont mis en place des circuits de recyclage pour justement récupérer les composants, comme ça soit la pile ou les composants électroniques. Beaucoup de vapoteurs, une fois que la machine ne fonctionne plus, les ramènent dans leur vape shop et derrière on fait de la collecte. Mais c'est une filière de recyclage qui est dédiée à la cigarette électronique ? Il y a deux circuits. Il y a ce circuit-là, et puis après aussi, il y a le circuit, on va dire, classique, où on peut mettre ça dans le tri sélectif. D'accord. Expliquez-nous, précisez-nous la composition de la cigarette électronique pour qu'on voit justement quels sont ces types de composants. À quoi on a affaire en fin de vie ? On a surtout, on a affaire à du composant électronique, on va dire très léger quand même. Il y a une petite carte mère dedans qui va réguler les puissances. Je peux vous sortir un modèle que j'ai ramené. Je ne sais pas, vous allez l'ouvrir en direct en plateau ? Non. Et voilà, là vous avez le corps. On appelle ça une box. Mais après, vous voyez, c'est des circuits très légers. C'est vraiment, il y a moins de composants que dans une calculette électronique, par exemple. D'accord. Et voilà, il y a juste une petite carte mère qui va réguler justement la puissance. Là, on appelle ça le réservoir, avec un composant en verre. Et ensuite, après ça, c'est de l'aluminium. D'accord. Donc, ouais. Et donc tout ça, c'est recyclable très facilement. C'est vraiment des produits assez courants à recycler et il n'y a pas trop de... Et alors l'émergence de cette nouvelle mode de la cigarette jetable, électronique jetable. Oui, aussi. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Du moment que derrière, il y a aussi cet effet de recyclage, évidemment, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est toujours conscient du produit qu'on va sortir. Et tout ça, c'est pensé en amont avec les bureaux d'études. Donc on sait que... Par exemple, là, j'en ai ramené une. Ça, c'est une cigarette jetable. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un composot, on va dire, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai. Mais une fois que le liquide est terminé, dedans, il y a juste une pile qui est décortiquée et ensuite recyclée. Et le plastique va dans le plastique. D'accord. Voilà, donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas de composants électroniques comme sur l'autre modèle ? Non. Donc là, c'est la question de la pile, aujourd'hui, qui interroge sur son recyclage.
Oui, non, parce que les piles que vous avez chez vous sont aussi bien recyclées. Oui, il ne faut pas le jeter dans la rue par terre comme son mégot. Non, surtout pas. Non, non, je vois très peu de personnes faire ça. Et ça engage aussi la filière à s'organiser pour la collecte. Justement, les clients les ramènent dans leur lieu d'achat. Et c'est aussi pareil, collecté et renvoyé chez le fabricant. Ça représente quoi aujourd'hui le marché de la vape en France ? On est pratiquement sur 1 milliard d'euros de chiffres à l'année. En France, c'est plus de 3500 boutiques de professionnels. Et si on rajoute les points de vente... Et c'est plutôt à la baisse, à la hausse ? Non, ça a stagné avec le Covid, évidemment, mais là, ça reprend à la hausse. Là, par exemple, pour le prochain événement du salon, on est rempli d'exposants qui repartent justement comme avant, quoi, en termes d'économie. Et il est vrai que je vois maintenant des nouvelles boutiques ou des franchises de boutiques qui s'ouvrent de plus en plus. Et on va dire que c'est pour des passionnés, c'est vraiment un métier d'avenir et c'est quelque chose qui est en progression, mais chaque année. Et en nombre de vapoteurs, on sait évaluer le chiffre de vapoteurs, vapoteuses. Oui, on a à peu près entre 3,5 millions ou 4 millions d'utilisateurs quotidiens de la cigarette électronique. Donc c'est une grande consommation quand même en France. Oui, oui. Et tant mieux parce que ça empêche justement les gens de fumer, ça réduit aussi on peut maîtriser notre taux de nicotine, donc ça permet d'avoir un sevrage tabagique, mais vraiment sur le long terme, pour finir à plus rien. Nous, ce qu'on souhaite avec nos clients, c'est qu'ils ne reviennent plus. C'est quand même bizarre de dire ça, mais on veut ceux qui ne reviennent plus jamais parce qu'on veut qu'ils arrêtent aussi la vape et qu'ils ne soient plus dépendants de la nicotine et tout. Alors on ne va pas débattre ici de la question sanitaire parce qu'elle fait toujours débat et qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour en discuter, ni vous ni moi. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester donc, sur cet angle environnemental, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut aussi améliorer les choses en la matière. Par exemple, la taille des flacons aujourd'hui. Oui, c'est des 10 ml. Bon, alors ça, c'était imposé quand même par la Commission européenne. 10 millilitres. Voilà. Avant, c'était assez libre, donc on pouvait avoir des longues contenances. Les gens consommaient moins de plastique. Oui. Et la Commission européenne en a décidé autrement. Donc c'est un peu quand même pour une commission qui veut... Et pour quelle raison ? C'est juste pour une question d'accoutumance ? Ouais, même pas. Je pense que c'est une question, à l'époque, c'était vraiment pour... éviter que les gens rachètent des gros bidons, ils voulaient pas, je sais pas, il y avait une histoire d'image à l'époque, donc c'est une concentration de 10 millilitres avec des taux de nicotine différents. Enfin, le max c'est 20 mg. Et ça veut dire ça veut dire qu'on consomme plus de plastique, mais heureusement qu'il est aussi recyclé, heureusement. D'accord. Et ça, c'est une réglementation qui pourrait évoluer. Vous travaillez là-dessus Après, que l'industrie s'organise. Oui, voilà, ça concerne vraiment que des liquides nicotinés. Ensuite, c'est vrai que sans nicotine, on peut avoir des flacons plus grands. Et après, on rajoute notre base de nicotine. Donc, je sais, ça a l'air un peu lunaire comme ça, mais voilà, on a notre base aromatique. Et on peut rajouter notre nicotine, pareil, dans des petits flacons. Mais ça fait utiliser évidemment plus de plastique. Mais les gens s'organisent pour bien faire le tri sélectif. On leur dit bien à chaque vente comment recycler ces flacons-là. Et on a aussi qui les ramènent aussi en boutique pour aller aussi faire un système de recyclage. Donc vous avez le sentiment qu'il y a une conscience ça, c'est environnementale. Tous les vapoteurs, enfin tous ceux qui se mettent à la cigarette électronique ont un sentiment écologique. C'est quelque chose qu'on a remarqué sur ce marché. Dès le départ, ou c'est une évolution, ça, du profil des consommateurs ? C'est une évolution parce qu'après, ils prennent conscience que eux, jusqu'à présent, ils jetaient comme ça par terre sans réfléchir. Et là, ils se disent c'est quelque chose qu'on peut amener à recycler, c'est quelque chose qu'on peut trier. Donc, excusez-moi du mot, mais ça les éduque finalement à faire du tri aussi, comme ils font finalement chez eux, en mettant les canettes dans les poubelles jaunes, etc. Là, ils se disent, tiens, c'est bien, en plus de ça, je peux recycler mon produit. Et vous voyez d'autres différences entre le vapoteur du début et celui d'aujourd'hui ? Quelles sont les évolutions de ceux qui consomment aujourd'hui de la cigarette électronique ? Est-ce que c'est... parce qu'on a aussi parlé de la cigarette électronique qui pouvait être un moyen d'entrer dans la cigarette et non pas d'arrêter. Alors, sincèrement, non. Les personnes qui passent à la vape, généralement, c'est des fumeurs. Je vraiment connais personne ou très peu de personnes qui se sont mis à la cigarette électronique, mais s'ils le font, ils n'ont jamais fumé, ils le font sans nicotine, donc ils n'ont pas de dépendance. Mais la passerelle n'existe pas. C'est comme si je vous disais, vous buvez de l'eau, alors donc à la fin, vous allez boire de l'eau de Javel. Vous allez dire, non, c'est totalement incohérent. Là, c'est pareil. Si vous vapez, et un jour où il n'y a plus de vape, vous n'allez pas aller chercher une cigarette.
parce que ça n'a pas le même goût, ça n'a pas du tout le même sens, ça n'a pas la même odeur. Il y a de l'ammoniac, c'est très mauvais. L'apparition de la cigarette jetable, c'est quand même signe qu'il y a une évolution dans le mode de consommation. Nouveau type de consommateur aussi. Ça permet aussi de tester finalement. La cigarette jetable, il y a une expérience qui dit, vous allez chez votre buraliste par exemple, vous achetez un paquet de cigarettes, 2 paquets de cigarettes et une cigarette jetable. Généralement, au bout de 3 semaines, 1 mois, ils achètent 2 cigarettes jetables et un paquet. Donc ça veut dire qu'ils évoluent. Et donc, ça permet d'entrer de façon simple dans la vape. Et une fois qu'on a passé le stade de la cigarette jetable, ils achètent du matériel, comme je vous ai montré au début, un peu plus évolutif. Vous voyez d'autres tendances à venir? Il va y avoir un Vape Expo la rentrée. Oui. Vous voyez d'autres tendances, des nouveautés qui vont arriver sur ce secteur? Là, il y a beaucoup. Justement, sur la question environnementale, il y a des choses qui vont évoluer? Nous, on fait déjà des conférences autour de ça. D'accord. Chaque année, on fait des Vape Expo. La force, c'est qu'on fait des conférences sur la cigarette électronique. Il y a beaucoup de sujets, notamment sur la santé. Un jour, je vous invite à venir. Vous verrez qu'il y a quand même des effets bénéfiques. Avec Mais évidemment, il y a une évolution sur toujours le point central du recyclage. Merci beaucoup. C'était l'interview de Patrick Béduet sur l'impact environnemental de cette cigarette électronique. Je rappelle que vous êtes le président de Vape Expo. C'est l'heure dans Smart Tech de s'intéresser à la musique. C'est la fête de la musique aujourd'hui. Et oui, c'est la fête de la musique ce soir, donc on va parler musique, mais on va parler musique, sa révolution numérique, évidemment, parce qu'elle en a vécu plusieurs des révolutions technologiques, cette industrie, et elle est en train d'en vivre une nouvelle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va explorer avec mes invités. Romain Delno, cofondateur de Navstar. Bonjour. Bonjour. Alors là, c'est les stars qui sont à l'honneur dans votre concept de jeu de cartes virtuelles. On dit que vous êtes un peu le Sorare de la musique, donc des jeux de cartes virtuelles à collectionner ou à échanger. Tout à fait. Autour de ces stars de la musique. Et à côté de vous, Jonathan Milta, vous êtes directeur des partenariats chez Pianity. Bonjour. Pianity qu'on a déjà reçu ici, marketplace française, vous êtes d'ailleurs 2 acteurs français Absolument. Dans cette industrie. Marketplace française de musique NFT. Donc là, vous n'êtes pas du côté des cartes à collectionner autour des stars, mais du côté de la musique, donc de la création, que l'on peut s'approprier sous forme de NFT. Vous êtes en plein tous les deux dans cette révolution numérique des NFT de l'industrie. Est-ce que vous le voyez comme ça, comme quelque chose qui va complètement bouleverser l'industrie, la création, le secteur? Je pense que ça va compléter. Le marché de la musique en soi, il va plutôt bien pour les maisons de disques, puisque la musique... Il va plutôt mieux, parce qu'il y a eu plutôt mieux. Le marché n'a pas retrouvé en fait son niveau historique d'il y a 20 ans en chiffre d'affaires, mais la marge est meilleure pour les labels, puisque le changement de paradigme du physique vers le digital a permis d'éliminer tout un tas de coûts comme la fabrication des disques, leur expédition, etc. Donc on a un chiffre d'affaires qui n'est pas encore tout à fait au niveau de ce qu'il était il y a 20 ans, mais une marge qui est bien meilleure. Donc les maisons de disques s'y retrouvent. Si on lit un peu entre les lignes... Après s'être longuement perdue exactement. Dans cette transformation numérique, elle finit par s'y retrouver. Est-ce que les NFT vont aussi à ce point bouleverser la donne et peuvent chahuter des grands acteurs du secteur? Ce qui est intéressant, c'est que le marché de la musique a vécu différentes révolutions, notamment le piratage, qui a fait que la valeur globale de la musique s'est totalement effondrée. Ça a été en partie réglé par le streaming. Aujourd'hui, on a l'impression que le marché est repassé sous... Par le streaming, il y a des abonnements illimités. C'est l'offre commerciale qui a tout changé. Et derrière, donc un usage qui supplante tous les autres. 70% aujourd'hui à minima par pays en streaming. Mais une rémunération des artistes et donc une valeur créée extrêmement challengée. Donc aujourd'hui, ce qu'on représente avec les NFT, c'est recréer un lien très réel, très précis entre un artiste et ses fans, recréer une communauté engagée qui va permettre aux fans de participer à de la création de valeur pour les artistes avec une traçabilité absolue. Donc on retravaille cette question de la rémunération des artistes avec les NFT, puisqu'on peut acheter directement presque auprès de l'artiste, on peut acheter sa création, on peut acheter son image. Voilà, sa valeur numérique. C'est ça, les interactions qu'on peut s'offrir avec nos stars préférées. Mais donc ça va peut-être supprimer quelques intermédiaires, donc peut-être quand même bouleverser cette économie numérique. Dans le cas de Navstars, nous, ce que nous faisons, c'est que nous apprivoisons la notoriété numérique des talents. Les artistes aujourd'hui,
leurs revenus se constituent de leur musique, de leur spectacle, de leurs concerts, et aussi de plus en plus des deals qu'ils peuvent faire avec des marques, un peu comme des influenceurs, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ces deals avec les marques leur permettent de compléter leurs revenus, qui sont quand même beaucoup mis à mal sur la partie musicale, comme l'a expliqué Jonathan tout à l'heure. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient apprivoiser cette notoriété numérique qu'ils ont construite grâce à leur audience. Et plutôt que de leur proposer des partenariats avec des marques qui ont tendance plutôt à éroder l'engagement des communautés, un peu comme le subissent les influenceurs, nous, on propose d'apprivoiser cette notoriété et de nourrir des actifs numériques, qui sont les NFT, et de donner un score numérique aux cartes que nous vendons grâce à ces métriques. En quoi ça évite cette érosion? Tout simplement parce que là, on va vendre vraiment la force numérique d'un artiste. Quand vous êtes sur le réseau social d'une personnalité ou d'un influenceur, vous appréciez cette personne pour ce qu'elle produit. Soit elle présente sa vie parce que l'influenceur a plutôt tendance à nous montrer ce qu'il fait chez lui, soit l'artiste nous montre ses créations. Ouais. Mais plus vous allez promouvoir des marques qui n'ont rien à voir avec ce que vous proposez d'habitude, plus vous allez éroder l'engagement des communautés. C'est un phénomène assez naturel. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de toujours valoriser cette audience, celle qui est d'habitude valorisée auprès des marques, mais de la valoriser auprès d'un écosystème de joueurs et d'utiliser ces données numériques, le nombre de followers, le nombre d'auditeurs sur des plateformes, le nombre de vues faites sur YouTube, sur TikTok, etc. et de traduire via une économie de jeu ces données métriques en score. Mais les marques restent dans la boucle quand même dans votre système. Elles peuvent y rester, elles peuvent s'y intégrer. Parce que ça fait partie, vous, de votre modèle économique, j'imagine. Oui, alors de proposer aux marques de travailler sur cette nouvelle offre autour des fans. Alors à partir du moment où les marques sont en affinité avec l'univers dans lequel on officie, notre cœur de métier c'est la musique, bien qu'aujourd'hui on se développe sur d'autres segments comme l'influence. On a par exemple des deals avec 2 grandes radios françaises qui sont leaders sur leur segment, qui ont intégré Navstars en tant qu'asset jouable et en tant que partenaire. Donc les marques s'intègrent à partir du moment où elles font sens dans notre économie de jeu. Demain, on peut évidemment réfléchir à ajouter des partenaires, mais on ne veut pas diluer le propos comme ce que l'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tuer la poule aux œufs d'or, finalement. Oui, on pourrait le résumer comme ça, tout à fait. Même question sur la question des intermédiaires. Quand les artistes sur Pianity peuvent vendre leurs œuvres, même les revendre directement auprès de leur communauté de fans, on a quand même quelques intermédiaires qui passent à la trappe, non ? Non, pas aujourd'hui. Alors, on a différents cas d'école. On a à la fois des artistes qui sont représentés par des labels, par des éditeurs. Donc nous, on respecte absolument les chaînes de droit et les sociétés civiles qui perçoivent les droits associés. Donc on peut travailler... Donc ça veut dire que l'artiste ne touche pas directement la somme qui va être versée. Il n'aura qu'une parcelle ? Il aura une partie de la somme en fonction des contrats qui le lient à son label. Mais par contre, donc on reste dans le schéma classique. Pas tout à fait, parce que la traçabilité est complète. Donc 80% du revenu remonte à l'artiste et ou à ses ayants droit. Et sur ce type d'action, puisque c'est un phénomène assez nouveau et qui n'est pas forcément compris dans les contrats de l'ensemble des maisons de disques et des éditeurs, c'est à l'artiste et à son représentant, son manager, de discuter avec le label de la manière dont ils vont répartir ce nouveau revenu. Donc nous, on ne se positionne pas contre, on se positionne en plus. Et on se dit qu'on touche également ainsi des artistes qui ne sont pas représentés. Il faut savoir qu'il y a énormément d'artistes aujourd'hui dont les carrières ont accéléré de manière considérable. Il y a 10 ans, on mettait 3-4 ans à développer un artiste. Aujourd'hui, des artistes, notamment en musique urbaine, sortent en moins de 3 mois et remplissent une grande salle parisienne, stream, etc., extrêmement vite. Donc ça veut dire que le vivier d'artistes est très présent, que le radar de l'ensemble des acteurs traditionnels ne suffit pas à capter tous ces gens-là. Du coup, nous, notre pari, c'est de se dire qu'on va capter des artistes qui sont hors cadre, qui vont revenir dans un cadre classique, ce sera leur choix. Nous, on n'est pas un label, on est une plateforme, on est une marketplace, donc on accueille tout le monde. Par contre, ce à quoi on tient, c'est une rémunération juste, et ensuite aux artistes et à leurs ayants droit de discuter. Ce sont plutôt les artistes qui viennent vous voir ou les labels ? Les deux. Historiquement, les artistes en premier, pour une raison assez organique, c'est qu'un des fondateurs est très, très féru de musique électronique, on a beaucoup produit. Donc son premier réseau naturel était les musiques électroniques, qui sont venues naturellement vers la plateforme. Aujourd'hui, on s'ouvre à tout un tas d'autres styles musicaux, que ce soit en direct avec des artistes ou des institutions. On travaille en ce moment à développer un programme avec le London Symphonic Orchestra, par exemple. Pour la dernière saison de Simon Rattle, qu'est-ce qu'on peut imaginer pendant 1 an pour accompagner un grand orchestre de musique classique et un chef immense pour raconter quelque chose de nouveau. Mais évidemment, on travaille et on annoncera bientôt différentes signatures avec des acteurs importants de la filière. Bon, on va attendre ces annonces alors. Vous avez dit tous les deux qu'en fait on est dans une situation où il y a à la fois
beaucoup d'artistes et beaucoup de fans potentiels, puisque si on arrive à remplir une grande salle parisienne 3 mois après avoir immergé, quand même, ça veut dire qu'il y a un engouement, donc, et peut-être un effet d'aubaine. Aussi autour des NFT, il y a une sorte d'engouement parce que des artistes numériques ont vendu des œuvres à des prix complètement délirants. Mais est-ce que ça, c'est pas un risque pour vous d'être positionné sur un marché qui est encore très jeune, encore très instable, qui peut paraître même fantasque en termes d'investissement ? Il y a un argument que vous avez très bien résumé tout à l'heure, auquel les artistes sont très réceptifs, c'est la transparence. Il faut se mettre à la place d'un artiste et d'un manager aujourd'hui quand il reçoit son état de royalties. Ces états de royalties sont très peu lisibles. Parce que les revenus qui émanent des plateformes, notamment de streaming, sont différents d'une plateforme à l'autre. Ils peuvent être différents sur la même plateforme d'un mois à l'autre. Parce que ces abonnements, leur prix diffère en fonction de s'ils sont dans un abonnement premium, une solution gratuite, une solution financée, par exemple, un abonnement famille. La blockchain, elle permet la transparence totale des transactions. Elle montre à la fois le prix auquel un actif a été vendu et le pourcentage qui en découle. Cette solution, elle est là pour rester. Après, il y a effectivement des effets de marché. La blockchain est aussi liée à la crypto-monnaie. Dans la plupart des cas, le marché de la crypto-monnaie est mis à mal en ce moment. Néanmoins, si on prend un peu de recul par rapport à toute cette économie, on s'aperçoit qu'elle est solide et qu'elle, par corrélation, elle augmente dans le temps. Donc on est plutôt serein, sinon on ne serait pas là. Je rappelle Sorare, que vous avez nommé tout à l'heure, et merci de nous y avoir comparé. Sorare s'est lancé en 2018, pendant le bear market de 2018. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qui est capitalisée à plus de 4 milliards d'euros. C'est une belle licorne française. Tout à fait. Donc voilà, on souhaite s'inscrire dans cette dynamique. Aussi une réaction sur ce marché des NFT. On dit la crypto est mise à mal parce que le marché souffre en ce moment. Mais il y a aussi des régulations qui sont en train de se mettre en place au niveau européen, qui vont rendre peut-être les choses plus compliquées. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Nous, on est très attachés à la valeur et à l'impact. On s'intéresse principalement à recréer du lien entre les artistes et leurs fans et leur communauté, et à créer de l'impact dans la manière dont les fans participent au financement, à la création de valeur pour l'artiste, et ou demain pour des causes également. Donc finalement, on se dit que... Ça ne peut pas être un frein quand même, ce contexte autour des NFT, des crypto-monnaies, sur lesquelles les États, visiblement, resserrent la vis. La régulation va rassurer les consommateurs, va rassurer en tout cas les personnes légitimées, les personnes qui ne se sont pas encore intéressées ou qui ont peur de ce milieu. Parce qu'on lit beaucoup de choses. On va lire une semaine que le marché explose et a dépassé ses records précédents, puis la semaine d'après que le marché s'effondre. Je pense au contraire que la régulation va mener à une adoption plus large, un peu comme l'Internet dans les années 90. On a un indicateur chez Pianity qui est intéressant, c'est quand on a lancé la plateforme, 80% des transactions se faisaient via des portefeuilles crypto. Aujourd'hui, plus de 70% des transactions se font en carte bleue. Donc pour nous, c'est signe que les fans se mettent sur le marché, que les fluctuations du marché crypto peuvent éventuellement faire que certains investisseurs crypto se retirent momentanément. Mais par contre, les fans ont compris l'intérêt du sujet. Alors, expliquez-nous plus précisément, Romain Delno, comment ça fonctionne Navstar maintenant. On va rentrer plus dans le détail. Vous êtes un joueur. Vous détenez... Donc un joueur, parce que j'ai envie de collectionner des cartes. Oui, vous pouvez être un joueur, un fan, quelqu'un qui est investisseur crypto. Voilà, on s'adresse vraiment à plusieurs profils de personnes. Nous, on a lancé au mois de novembre ce qu'on appelle une preuve de concept pour démontrer en fait au marché que nous étions capables de proposer une solution ludique qui s'appuie sur des licences officielles. Et cette solution, on l'a lancée en euros pour s'adresser d'abord aux fans de musique, qui ne sont pas forcément des personnes éduquées à la crypto-monnaie. Et on recense aujourd'hui 25 000 utilisateurs sur cette plateforme. Donc ça démontre, on va dire, un certain engouement pour le système qu'on propose. Je suis fan d'un groupe. Qu'est-ce que je peux faire sur Navstar ? Vous pouvez acquérir des cartes à l'effigie des talents. Donc, carte Panini ou Sora, ceux qui sont déjà passés à cette étape. Exactement. Donc, ça fonctionne un peu comme les jeux d'atouts que vous aviez quand vous étiez petit, avec des cartes qui ont une certaine force. Et cette force, c'est donc le score qui lui-même est déterminé par les statistiques numériques des talents. On va collecter les streams, les vues, les followers, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et on va traduire tout cela via une économie de jeu en score. Et ce score, on va évoluer tous les jours. Et donc, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir acquérir ces cartes qui vont avoir différents degrés de puissance en fonction de leur degré de rareté. Pour un même artiste, j'aurai des cartes communes, des cartes rares, des cartes légendaires. Et je me constitue un deck de cartes.
que je peux ensuite renforcer avec des cartes que nous appelons des ressources et qui ont donc qui s'inspirent de leviers, on va dire, de l'industrie de la musique. Ça peut être un média, par exemple, ça peut être un tourneur, ça peut être différents acteurs comme ça du métier qui vont renforcer progressivement mon score. Et je vais pouvoir me confronter à d'autres joueurs qui eux-mêmes auront leur deck avec leurs cartes ressources. Et le gagnant, celui qui a le score le plus important, se verra récompensé en cartes NFT donc offertes et en token natif, le N-Stars, qui est le token de la plateforme. D'accord. Voilà. Mais en termes d'interaction avec les stars, alors en termes d'interaction avec les stars... Où est-ce que j'y retrouve ma satisfaction vis-à-vis des stars que je suis? Tout à fait. Alors on a déjà, nous, mis en place beaucoup de choses en ce sens, puisqu'on a été capable, via la preuve de marché, d'envoyer certains joueurs à des événements nationaux, pilotés par des grands médias sur lesquels ils ont pu rencontrer des stars qui participaient au programme Navstars. Et pas plus tard que vendredi dernier, on a monté une soirée à Cannes avec nos partenaires artistes et influenceurs. Donc là, on passe du virtuel au réel. Absolument, absolument. C'est ce que permet aussi la blockchain, c'est de prévoir dans les contrats digitaux, les fameux smart contracts, des avantages que nous donnons aux acquéreurs de nos actifs pour qu'ils puissent participer à cette typologie d'événements. Et ça, j'imagine, c'est un moteur quand même important, non? Absolument, les joueurs. Voilà, la désintermédiation progressive, on va dire, et la relation qu'on peut avoir directement avec les producteurs ou les artistes nous permet justement de proposer ces expériences qu'on ne peut pas se procurer autrement. Alors, on va regarder aussi comment fonctionne Pianity. On n'est pas du tout sur le modèle de streaming, écoute illimitée. Non. Alors, expliquez-nous. Alors nous, on est donc une marketplace qui permet à des artistes de proposer un drop NFT, qui permet à des fans d'acquérir, avec un niveau de rareté, 1, 10, 100 ou 1000, le NFT de la musique proposée par l'artiste. Et on associe à ces niveaux de rareté une expérience pour le fan différente en fonction du niveau auquel on a Par exemple investi. On construit des choses aujourd'hui, alors des choses assez classiques, vous en parliez un peu plus tôt, comment un fan va pouvoir rencontrer son artiste préféré, dans quel cadre il va le rencontrer, est-ce que c'est au moment d'un événement physique à travers un concert dans une ville X ou Y, est-ce que c'est en digital, est-ce que c'est via un channel Discord où il va pouvoir échanger avec lui. Alors ça, c'est la brique première, c'est ce qu'on ne veut pas rater, c'est rencontrer l'artiste. Maintenant, ce à quoi on s'attache, c'est créer de la valeur dans cette rencontre, dans ce moment, en fonction des musiques et des typologies d'artistes qui sont prêts à faire, ce qu'ils acceptent de faire. On va, par exemple, faire parler un artiste sur la manière dont il a créé un de ses tubes. Et il va dire à une petite communauté de fans, ce morceau m'est venu de telle manière, la basse est arrivée en premier, ensuite j'ai mis ceci, cela, etc. Donc on va montrer un peu les coulisses de la production musicale pour que demain un fan puisse aussi assister. Donc on peut être plusieurs fans à acheter le même morceau de musique. Oui, tout à fait. Donc on n'a pas une propriété unique finalement. Ah, nous on a un niveau de rareté qui est unique, où on est seul à acheter. Ouais. D'accord. Après, on se partage. Mais ça veut dire aussi que l'artiste est dépossédé de son œuvre, non? Non, du tout. C'est une expression digitale. Il a envie de le diffuser ailleurs ou autrement à d'autres personnes, à un autre public. La plupart des artistes aujourd'hui qui s'adressent à nous et qui s'adresseront demain à nous à travers des labels qui ont déjà des accords avec des plateformes de streaming vont nous proposer de rendre leur NFT disponible auprès de leurs fans tout en ayant ce même titre en streaming. Ça, c'est le marché actuel. Ensuite, ce qui se passera dans quelques années... Et donc l'intérêt principal d'acquérir, entre guillemets, cette œuvre sous forme de NFT, c'est de rentrer dans un cercle plus intime avec l'artiste. Un cercle très intime, une action pour l'artiste, c'est-à-dire que la manière dont le revenu est redistribué à l'artiste permet à l'artiste de disposer de ce revenu pour faire plus. Donc on imagine demain que les artistes vont communiquer sur ce qu'ils ont fait de ce revenu. J'ai pu accéder à une scénographie plus spectaculaire pour ma tournée. Un peu comme un crowdfunding finalement. Il y a beaucoup d'initiatives qui aujourd'hui se traduisent en NFT, qui existaient il y a 15 ans, notamment sur le marché américain. Il y avait un site de crowdfunding qui était un des premiers, qui s'appelait Artist Share, et qui permettait à des artistes de tout type, tout genre musical, de proposer à des fans, avec une idée de transparence, je dois produire mon prochain album, j'en ai pour 40 000 $, je n'ai pas les moyens de dépenser ces 40 000 $ aujourd'hui, aidez-moi à produire et vous gagnerez ceci, cela. Et alors, la possibilité de revendre son NFT musical, c'est nouveau? C'est nouveau, absolument. Qu'est-ce que ça va changer, ça? Parce qu'on va rentrer plus dans de la spéculation, quand même. C'est
une question ou un reproche qui nous est souvent formulé. Nous, on l'a en partie réglé en monitorant le second marché, donc en assurant un revenu complémentaire aux artistes. D'accord. 80% marché premier, 8% marché secondaire. D'accord. Donc on crée une traçabilité qui permet, sur une éventuelle surenchère, ou de garder une part du revenu tracée pour l'artiste. Très bien, on arrive pratiquement à la fin, vraiment très rapidement. Vous avez prévu quelque chose pour ce soir, la fête de la musique ? Oui, absolument. Voilà, aller me balader et me faire surprendre et m'arrêter peut-être devant un artiste ou un groupe qui retiendra mon oreille et mon attention. Voilà, okay. Exact. Et vous ? Alors, moi aussi, mais je vous avoue que le jour de la fête de la musique, quand on est un professionnel de la musique et qu'on en produit depuis 20 ans, on essaye surtout de se faire surprendre par des choses inattendues plutôt que d'aller voir des valeurs connues. Puisque... Bon, allez, venez écouter mon fils, c'est la première fois qu'il va pour la fête de la musique. Ça va vous surprendre, je pense. Tout se produit-il. Merci beaucoup. Jonathan Milta, directeur des partenariats chez Pianity, et Romain Delno, cofondateur de Navstar, étaient avec nous pour la fête de la musique dans Smartech. Juste après la pause, on parle du monde de la donnée et de sa régulation. Vous êtes bien sur le plateau de Smartech, vous regardez la chaîne Bismart, on est en direct le matin dès 11h pour vous parler de ce nouveau monde numérique et des technologies et de l'innovation. Et là, dans cette dernière partie de l'émission, on va adresser la question du monde de la donnée et de sa régulation avec Sophie de Kermingui. Sophie de Kermingui, vous êtes avocate chez Klein Vénère et membre du Cercle de la Donnée. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smartech. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, donc cette question de la régulation, en fait, c'est la réponse européenne pour protéger la souveraineté numérique. En tout cas, c'est votre démonstration aujourd'hui. Le Cercle de la Donnée, en collaboration avec l'Agora 41, qui est un autre think tank français, a amené un travail de fond ayant abouti à la publication d'un ouvrage, Souveraineté numérique, essai pour une reconquête, qui a été rendu public le 24 janvier dernier et dont on a parlé d'ailleurs ici dans cette même chronique. Mais pour mémoire, je vais rappeler que c'est un plaidoyer à travers lequel vous entendez interpeller les représentants politiques sur l'urgence pour la France et pour l'Europe de reconquérir une souveraineté en matière numérique pour rivaliser avec ces cyberpuissances actuelles. Et ce dernier, il met en avant plusieurs propositions concrètes pour reconquérir la souveraineté numérique. L'Europe, elle, a décidé, en tout cas là, s'est enclenchée d'y répondre par l'écriture d'une régulation concurrentielle des grandes plateformes du numérique. Et donc, c'est le cœur de votre sujet. Oui, donc bonjour Delphine, bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors au préalable, je tiens effectivement à souligner que la réponse de l'Union européenne dont je vais parler est une réponse ambitieuse quand on connaît la forte activité de lobbying des GAFAM auprès de la Commission européenne, qui ont d'ailleurs fortement augmenté leur budget pour ce poste ces 2 dernières années. Et donc cela n'est pas un hasard, car la Commission européenne a publié dès décembre 2020 2 propositions de règlement donc en faveur de la souveraineté numérique. Donc un premier qui concerne les services numériques, le Digital Services Act, qui vise à réguler les contenus illicites en ligne. Et le deuxième concernant les marchés numériques, le Digital Market Act, dont nous allons parler aujourd'hui, qui vise quant à lui à réguler la domination sans précédent des grandes plateformes du numérique afin de réinstaurer des règles de concurrence loyales en faveur des entreprises européennes et des consommateurs. Donc évidemment, ce sont des mesures en faveur de la souveraineté numérique. Et inutile de rappeler que la donnée et le numérique sont effectivement devenus clés dans tous les secteurs d'activité. Alors, on va rappeler quand même, préciser qui sont ces acteurs qui sont visés par le DMA, donc le Digital Market Act. Oui, alors le DMA ne vise pas toutes les entreprises. En réalité, il vise les entreprises qu'on appelle les contrôleurs d'accès, ou plus communément appelés en anglais les gatekeepers. Alors les gatekeepers, ce sont des grandes plateformes du numérique qui sont devenues des acteurs incontournables à la fois pour les entreprises et les consommateurs afin d'accéder aux services essentiels d'Internet. Donc, comment on est qualifié de gatekeeper pour une entreprise ? Alors, tout d'abord, il faut être un fournisseur de services de plateforme essentiels. Donc, le DMA liste ces services. Pour en citer quelques-uns, ça peut être un service d'intermédiation en ligne, comme par exemple Airbnb ou Amazon, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des plateformes de partage de vidéos, YouTube, ou encore des services de cloud, comme en offre Microsoft. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a un deuxième critère. Une fois que vous êtes un fournisseur de services de plateforme essentiels, vous devez aussi répondre à 3 critères qui sont 3 seuils qui viennent vous définir en tant que gatekeeper. Et donc ça va, comme on va le voir, ça limite fortement le nombre d'entreprises concernées.
car le premier critère pour le fournisseur est de réaliser un chiffre d'affaires de minimum 7,5 milliards d'euros en Europe, ou d'avoir une capitalisation boursière de 75 milliards d'euros. D'ailleurs, ce critère de capitalisation boursière est assez révolutionnaire, car avant, on parlait toujours de chiffre d'affaires, et pour des services numériques gratuits, ce n'était pas toujours la bonne notion. Donc là, on parle de puissance de marché. Le deuxième critère, c'est l'effet de réseau. Il faut que le fournisseur ait 45 millions d'utilisateurs finaux et 10 000 entreprises européennes de sa plateforme. Et enfin, il faut que ces deux critères soient réalisés pendant 3 années consécutives. Je tiens juste à préciser que Thierry Breton a indiqué que ce serait environ une quinzaine d'acteurs qui seraient concernés par le DMA, et on pense donc évidemment aux services fournis par les GAFAM comme Facebook, LinkedIn, Amazon ou même encore TikTok. Et alors comment, d'après vous, ces nouvelles règles donc fixées par l'Europe permettront demain de favoriser une meilleure concurrence, ou en tout cas une concurrence plus équitable sur le marché européen du numérique? Oui, alors le texte prévoit tout un ensemble de mesures. Il y en a à peu près une vingtaine qui sont fixées aux articles 5 et 6 du DMA, donc qui ont pour objectif de lutter contre les barrières à l'entrée qui sont instaurées par ces gatekeepers pour favoriser en fait l'émergence de nouveaux acteurs sur ces marchés du numérique, mais aussi pour protéger les consommateurs contre les pratiques anticoncurrentielles. Donc avant de vous donner quelques exemples, je tiens à préciser que le DMA crée une véritable rupture, car aujourd'hui il propose des mesures ex ante, c'est-à-dire préventives aux actes anticoncurrentiels. Or, à l'heure actuelle, le droit de la concurrence ne prévoit quasiment que des mesures ex post, c'est-à-dire des mesures correctives qui sont parfois longues à mettre en œuvre, qui nécessitent de longues procédures et qui sont parfois inopérantes à répondre aux mesures anticoncurrentielles des grandes plateformes. Donc, pour vous donner quelques exemples, par exemple, vous, Delphine, vous devrez pouvoir désinstaller plus facilement les applications préinstallées sur le dernier smartphone que vous venez d'utiliser. Ou encore, vous ne pourrez pas être pisté en dehors de Facebook pour de la publicité ciblée si vous n'avez pas donné votre consentement. Un autre exemple pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Par exemple, Facebook et Google ne pourront pas favoriser leurs propres... plutôt Google et Amazon ne pourront pas favoriser leurs propres services et produits sur leur plateforme par rapport aux vôtres quand vous utilisez la plateforme. Et par ailleurs... par exemple, un dernier exemple. Oui, Amazon ne pourra pas utiliser vos données commerciales de vente pour vous faire de la concurrence. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de ce Smart Tech. C'est passé très vite. Merci Sophie de Kermingui. Au sein du Cercle de la Donnée, vous participez actuellement au groupe de travail relatif à l'empreinte environnementale sociétale de la donnée. Oui. Donc ce sera un sujet qu'on abordera ensemble. Je rappelle que vous êtes avocat chez Klein Vénère, dont Mathieu Bourgeois est l'un des associés, et vers qui se tournent toutes nos pensées aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Je vous souhaite une excellente fête de la musique. On se retrouve dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech.